Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu spécial parce que ça va pas être un chapitre consacré essentiellement à Fusion, mais ça va être plutôt, je vais vous expliquer un peu comment j'ai procédé pour de la modée jusqu'au compositing. Donc voilà, ça va être un mélange un peu de pas mal de choses avec beaucoup de pratiques en fait. Après, je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus parce que j'ai traité de certaines informations dans d'autres vidéos. Donc, je vais, en même temps, au fil de la vidéo, je vais balancer des liens à droite, à gauche, et comme ça vous donnera plus d'informations. Je les mettrai dans la description aussi, par la même occasion. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui m'a motivé à faire ces images ici? Voilà, voilà c'est le rendu final composité. Donc là, c'était une Aston Martin DB5. Donc tout a été fait sur 3ds Max avec Corona Render et Fusion. Alors qu'est-ce qui m'a motivé à faire ça? En fait, si vous voulez, j'étais tombé sur un making-of sur le site de Ronan Beckerman, si je me trompe pas, ça s'écrit comme ça. Ronan Beckerman. Voilà, j'étais tombé sur un making-of, voilà, avec dont l'auteur en fait avait refait en CG une photo. Et dans cette photo, enfin voilà, dans ce qu'il avait fait en CG, j'ai vu la petite Aston Martin au fond, et c'est vrai que cette voiture, elle a quand même de la classe. C'est la voiture de James Bond surtout. Et voilà, et j'ai vu qu'en fait, quand il expliquait, qu'il faisait son petit making-of là, j'ai vu qu'il avait téléchargé en fait cette version sur Archive 3D. Bon bah allez hop, hein. Donc je suis allé faire un petit tour sur Archive 3D, j'ai tapé Aston Martin DB5. Je suis tombé sur les deux modèles, au final c'est celui-ci. Donc c'est un modèle en editable mesh, voilà, bon, après, la modée est plutôt clean quand même, un peu... il y avait deux trois choses à refaire quand même. Enfin voilà, après c'est un editable poly, donc quand on en mesh pardon, donc quand on le convertit en poly, ben forcément ça triangule un peu à droite à gauche, donc bon, c'est plutôt un travail de clean en fait au niveau de la modée, avec quelques rajouts à droite à gauche, au niveau des phares, les remodifier, les pneus, j'avais récupéré ça sur sur une ancienne voiture que j'avais modélisée, voilà, j'avais mis des FFD aussi dessus pour donner un petit peu plus de, voilà, du poids à la voiture. J'ai rajouté quelques vis par-ci, par-là, les phares je les ai rebidouillés. J'avais rajouté ça aussi, c'était un modèle de moteur que j'avais trouvé sur Archive 3D. Après tout ce qui est au niveau des suspensions, tout ça là, c'était sur un ancien modèle que j'avais fait il y a quelques années, c'était une Mercedes. Voilà, on peut voir là, ça rentre dedans. Bon, c'était vraiment pas l'objectif premier, c'était surtout pour, suivant certaines vues, donner un petit peu plus de corps en fait à la voiture. Voilà, comme là ici. En fait, j'avais fait d'autres vues, mais que je n'ai pas, voilà, je les ai pas postées. Voilà la ligne d'échappement, qu'on puisse bien la ressentir aussi en dessous. Donc voilà. Donc au final, oui, bon, c'était quand même dans l'ensemble, c'était quand même sympa, quoi. Les phares, c'était pas les mêmes parce que j'ai regardé sur des refs, c'était pas exactement les mêmes. Le blueprint non plus. Bon, bah bref. Mais dans l'ensemble, c'était, enfin voilà, c'était plutôt clean. Après, ça a été surtout un travail de shader et pour moi de faire ce rendu sur Corona Render, parce que je l'avais utilisé il y a quelques années auparavant, mais sans plus. Et là, quand on télécharge Corona Render pour, voilà, en mode démo, eh bien, on a 45 jours en illimité. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec, c'est en illimité. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc j'en ai profité pour, voilà, pour apprendre un petit peu Corona. Bon, je vais pas vous le cacher, hein, en une journée, si vous maîtrisez V-Ray, Mental Ray ou d'autres moteurs de rendu, Corona, c'est franchement, c'est vraiment facile, quoi. Il n'y a pas grand chose. C'est juste au niveau des shaders hein, où il faut un petit peu trifouiller, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt bien foutu. Qu'est-ce que j'avais utilisé en plus en 3D comme truc Ah oui, les Seeger Text Map que j'avais utilisé aussi. Est-ce que j'ai mis le lien? Non. Seeger. C'était le Teen Film Seeger Text Map. Voilà. Hop. Complex Framel, c'était pas ça.
C'était pas le complexe Fresnel, mais dans les autres, il doit y avoir Product Free Plugin. C'était le Thin Film. Thin Film. Voilà, c'est ça. En fait, en mettant ce plugin dans Mac, ça vous permet de créer une réflexion ou voir une réfraction, après à voir comment vous l'utilisez. Mais voilà, ici, là, ça fait des petites bulles de savon, ce côté un petit peu pétrole qu'on voit sur les côtés. Là, pareil pour ce shader. Bon. Donc voilà, donc c'était surtout pour la réflexion de la voiture sur les vitres. Je ne sais plus si c'était... Je crois que c'est ici, ça se voit le mieux. Voilà. Là, en fait, voilà, il y a un petit effet, voilà, un petit peu pétrole sur les vitres. Donc c'était surtout ça que je recherchais. Donc voilà, c'était un mix de fall-off avec des petites textures à droite à gauche. Au niveau du chrome, voilà, je voulais quelque chose de pas trop propre. Donc bon, ça a été un matériau, on va dire, standard, chrome, donc rien de plus simple, quoi. Voilà, j'ai pas mis la réflexion non plus à fond. Et c'est surtout sur la réflexion, en fait, j'ai rajouté encore un thin film pour ce côté un petit peu pétrole. Et toujours dans la réflexion, en fait, j'ai joué dans le gloss avec un composite de map. Voilà. Ce qui m'a donné voilà, genre des petits effets comme ça sur le chrome. Bon, c'est très léger, hein, comme on peut le voir ici. Voilà, c'est très léger, là en bas à gauche, un petit peu sur la calandre, là. Donc voilà. Donc ça a été un petit peu comme ça, de la bidouille à droite, à gauche, avec beaucoup de rêves sur Internet. Donc voilà, je pense que pour l'espace 3D, ouais, ça suffit. Hein. Après au niveau du rendu, donc, oups, non. Voilà. Dans le côté rendu, eh bien, donc Corona Render, je l'ai rendu en format HD. À la base, je voulais utiliser en fait des patterns de noise dans Fusion qui étaient tirés de scans en 4K. Alors j'ai commencé à... Je me suis dit, ouais, c'est un petit projet perso, comme ça, cool, tranquille, cool Raoul. Donc je vais pas non plus me prendre la tête à faire des rendus en 4K. Bon. Donc voilà, je l'ai rendu en HD, je voulais pas trop me prendre la tête. Au niveau des samples limites, je l'ai mis à 60... je crois que c'était ça, ouais. C'était à 64. Avec le denoise de Corona que j'avais baissé à 0,2, qui suffisait amplement. J'avais fait le test hein, en mettant le pass limite à 128 et en mettant le denoise, aucun denoise, et au final, niveau temps, voilà, je m'en tirais à peu près pour même pas 20 minutes l'image. Donc voilà. Donc je suis resté là-dessus. Au niveau des performances, j'ai rien touché. J'ai ma map de HDRI que j'avais récupérée sur DeviantArt. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai ce pack. Hein, tout le monde le connaît. Voilà, des packs de studio, d'HDRI studio comme ça. Donc ça, je les avais récupérés. Donc je les ai utilisés pour le lighting. Donc forcément, quand on illumine avec un HDRI, hein, ça poutre un petit peu plus au niveau des temps de rendu, mais bon. C'était plutôt sympa. Au niveau des render elements, c'est les passes les plus courantes pour décomposer en fait mon EXR en post-prod. La passe de position, c'était pour si je voulais faire un petit peu des masques à droite, à gauche, et en même temps l'utiliser pour faire la ZDF. Finalement, je l'ai sorti partout, mais je l'ai utilisé que dans une seule image. C'était pour celle-ci. Voilà. Le reste, j'ai surtout utilisé des masques pour faire les pneus. Donc c'est pour ça que j'avais sorti un wire. Après, la reflect, la refract, la diffuse, etc. Hein, voilà. Là-haut, je l'ai utilisé que dans une seule image, il me semble. La refract, je l'ai même pas utilisé en fait. Et la reflect, oui, il y avait des endroits où j'avais perdu un petit peu de luminosité dans la réflexion. Donc voilà, je me suis servi de la reflect pour rehausser un peu tout ça. Donc voilà. Donc on va passer dans Fusion. Voilà. Donc alors le flux du process, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon image, là mon EXR, et je l'ai décomposé, pardon. Donc j'ai extrait tous les canaux hein, de mon EXR, voilà, j'ai toutes mes passes qui sont ici. J'ai tout décomposé pour avoir mon denoise, mes shaders, mon shading, ma diffuse, etc., etc.
Donc pour monter et démonter une image en EXR, je ne vais pas tout vous expliquer. J'avais fait une vidéo, c'était le chapitre 5, comment démonter et démonter une image en EXR dans Fusion. Donc voilà, je vous invite à la consulter et à regarder. Donc voilà, donc j'ai décomposé mon image. Après ça a été, donc là, au moment de la recompiler, enfin au moment de la remonter, pardon, je vais y arriver. Ce que j'ai fait, je voyais qu'en fait c'était au niveau des pneus, j'avais quand même une petite perte, enfin c'était assez foncé, donc voilà, je voulais faire une rehausse quand même là-dessus. Donc là c'est, oui, dans Fusion, donc là c'est linéaire, donc forcément c'est tout noir. Pareil au niveau des luttes, tout ça je l'explique dans un autre chapitre, c'est gamma et lutte, je crois que c'est chapitre 2 si je me trompe pas. Donc voilà, donc là j'avais rajouté un gamut, j'active ma lutte et là je suis bien en sRGB, donc visuellement j'ai un meilleur retour visuel. J'ai un meilleur retour visuel en fait, c'est sous la lutte sRGB, donc voilà, je vois mieux. Donc j'ai fait ma rehausse des pneus, je suis passé par un masque, donc ça pareil, le masque, j'en parle dans un autre chapitre qui est Compositing Archviz, c'est le chapitre 9. Voilà, j'explique un peu comment découper comme ça le masque avec le chroma keyeur. Bon, voilà, vous aurez plus d'informations en la visionnant. Je m'en suis servi, voilà, pour découper et remasquer après ma partie que je voulais utiliser de mes pneus. Donc là, c'est mes normales. Et ensuite, j'ai utilisé l'outil Shader dans Fusion qui permet de faire du relight en fait via des passes de normales. Alors ça, c'est pareil. J'en parle dans une autre vidéo qui est utiliser les AOVs, c'est le chapitre 6. Voilà. Dans cette vidéo, en fait, j'explique toutes les AOV, comment les utiliser dans Fusion. Donc la ZDF, les normales, les UV, la vélocité, et puis c'est déjà pas mal, je crois. Donc voilà, donc c'est tout expliqué. Donc pareil, si vous voulez vous renseigner et avoir plus d'informations sur comment utiliser ces outils, eh ben, je vous invite à consulter cette vidéo. Donc là, je l'ai fait en deux parties, lumière à gauche et lumière à droite, voilà, avec une petite rime sur le devant du pneu. J'ai rehaussé en même temps un petit peu la réfraction des vitres et des phares. Donc pareil, tac, après je viens le réadditionner par-dessus. Dans le masque, pareil, j'avais extrait en fait les fenêtres. Donc pareil, je me suis réutilisé du poly pour remasquer et prendre que cette partie du masque. Avec la RAW-Reflex que je vous avais expliqué tout à l'heure, je crois que c'était que pour cette image que je l'ai utilisée. Ma RAW-Reflect, voilà, c'était pour rehausser en fait la réflexion de mes vitres. Donc là on voit bien le thin film de Seeger TextMap, voilà, qui donne un petit effet, un reflet un peu pétrole en fait sur les vitres. Donc là je viens rehausser un peu tout ça. Pareil pour mes pneus dans la Reflect. Donc au final je l'ai utilisé dans les lights et dans la Reflect. Voilà, donc voilà ce que ça me donne après avoir modifié ce que je voulais. Après j'enlève ma lutte. Donc là, oui, au niveau du sol. Qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, j'avais calculé aussi à part une Reflect. C'était surtout pour poser la voiture. Bon, il y avait quand même... voilà, il y avait le lighting, les shadows, etc. Donc elle était déjà quand même, il y avait déjà quand même un petit peu de, voilà, on sentait qu'elle était posée sur le sol, mais je voulais vraiment compléter un peu cette assise avec un petit peu de réflexion. Donc c'est pour ça que j'en ai rajouté un petit peu par-dessus. Donc là le rectangle, c'était pour délimiter le fond, et ensuite j'ai joué avec des solides, des backgrounds derrière, histoire de rajouter un petit peu plus d'assises devant. Pardon, parce qu'au niveau du lighting, je trouvais que c'était un petit peu trop sharp ici. Donc voilà, j'ai préféré en rajouter une petite couche. Donc ça, pareil, c'est mon foreground, c'est mon background, pardon. Donc ma voiture, elle est découpée ici à gauche, j'ai ma partie voiture, et ici à droite, j'ai ma partie background. Voilà, donc voilà, un petit travail de dégradé en relation un petit peu avec le lighting qu'il y avait de la voiture. Et ensuite, je viens les additionner, je viens les merger l'une par rapport à l'autre. Donc mon BG et mon foreground. Ensuite, j'ai rajouté une légère distorsion, parce que en 3D, en fait, la distorsion d'objectif n'existe pas.
On peut jouer sur la focale, etc. Mais voilà, la distorsion optique n'existe pas. Donc qu'est-ce que la distorsion optique? Vous allez trouver plus d'infos ici. Voilà, je vais mettre le lien dans la description. Donc suivant l'angle que vous allez utiliser en fait de votre caméra, le système optique va donner un effet soit ce qu'on appelle de barillet ou de coussinet ou une distorsion en moustache. Donc ça va dépendre si vous shootez avec un grand angle, un 50 mm fixe et un 400 mm, donc il y aura moins de parallaxe, enfin bref. Et tout ça aussi va dépendre de la qualité de l'objectif, donc forcément il y aura plus de distorsion sur les angles que sur le centre de votre image. Donc voilà, c'est un phénomène physique, et quand on fait de l'image voilà, 3D, qu'on a une tendance, enfin qu'on veut faire une image 3D à tendance assez réaliste, c'est vrai qu'il est quand même, c'est pas grand chose, c'est un petit détail, c'est rien, mais vu qu'il y en a toujours sur des photos, voilà, c'est un phénomène physique, et il est important quand même de le rajouter ici en 3D. Donc là, dans Fusion, j'ai utilisé avec le Lens Distort, j'ai pris une valeur assez faible. Au niveau des caméras settings, j'ai repris le même, voilà, j'avais repris la même focale que la focale que j'avais utilisée dans Max, histoire d'avoir, bon, en même temps, si je mets la grille, voilà, on va dire que une bonne partie de mon image est au centre. Enfin, en tout cas, une bonne partie des informations sont au centre, donc il n'y a pas réellement beaucoup de distorsion, mais voilà, c'est quand même intéressant, enfin surtout de pouvoir le rajouter, même si ici c'est quand même assez léger. J'ai rajouté un transform derrière parce que la distorsion, eh bien, suivant la distorsion que vous mettez, elle peut venir faire un petit crop ici de bande noire sur les côtés. Donc j'ai rajouté un petit transform voilà, à 0,5%. 0,05%, donc pas grand chose, de quoi mettre peut-être 2 pixels, voire 3 sur le côté, et comme ça au moins je suis sûr de ne pas avoir de zone morte. Ensuite, concernant les luttes, donc alors là c'est alors j'essaie d'y aller au plus simple sans trop faire d'erreur. Alors pourquoi je l'ai transformé de linéaire en log? C'est que en fait ça vient un petit peu aussi en même temps de mon travail qui est dans le compositing. Disons que quand vous shootez une image en... Alors je vais récupérer le lien que j'avais mis ici. Optique. Voilà. Et celle-ci. Alors est-ce que c'est expliqué? Je crois que c'est voilà, c'est ici. Et voilà. Donc en fait, quand vous shootez, donc là sur un moteur de calcul, en fait, quand vous faites, voilà, tout est linéaire en fait au niveau des calculs, des lights, etc. Surtout quand vous rendez votre XR, et en plus il est linéaire. En fait, si vous voulez, en photo, c'est exactement la même manière. Quand vous shootez un RAW, donc un fichier brut de votre appareil photo, ou des caméras haut de gamme qui sont en RAW aussi. Donc après, ça va dépendre de... Nous, en 3D, on a largement le choix, en fait, au niveau de la profondeur des couleurs. Ici, c'est en 16, en float 16, mais j'aurais pu le mettre en 32, chose qui est complètement irréaliste, en fait, avec des caméras. Donc c'est souvent en 10, en 12, voire 14, 16, j'ai jamais vu. Ou alors c'est peut-être les dernières, là, qui sont peut-être sorties. Enfin voilà, qui donnent une dynamique dans l'image qui est assez impressionnante. Donc en fait, si vous voulez, quand vous shootez votre image, voilà, avec votre appareil photo, quand l'appareil photo va recevoir 25% de luminosité, eh ben, il va enregistrer 25% de luminosité. 50, 50, etc. Nous, en fait, ce que l'on perçoit, eh bien, c'est s'il y a 25% de luminosité, ça va être 75% perçu, etc., etc. Donc même s'il y a un tout petit peu plus, par exemple ici, donc là voilà, si je me mets avec une courbe en logarithmique, tout ce qui est blanc en fait on va ressentir ça comme vraiment, on va percevoir ça comme très très blanc, alors qu'en fait ça ne l'est pas forcément réellement. Mais dans la dynamique des capteurs, quand on transforme donc cette courbe, donc de linéaire à logarithmique, donc ici c'est expliqué sur le focus des numériques, c'est même mieux expliqué, c'est que sur votre plage de valeur,
les tons les plus hauts correspondent en fait à 50% de la gamme totale. Donc en réalité, le reste de la moitié, enfin donc la moitié, donc je reprends la courbe ici là, donc ça c'est mon dégradé. Donc si vous voulez, ici, à partir d'ici, vous avez vraiment les 50% qu'on peut récupérer un maximum d'informations. Ce qui est le reste, ça se dégrade assez rapidement et on peut récupérer de moins en moins d'informations. Donc le blanc, voilà, 50%, petit à petit, etc., etc. Donc ce qui donne que sur ce côté, ça sera 25%, et sur le quart à gauche, eh bien, au final, on ne va pas récupérer grand-chose, mais même pas 25%, et ça va être comme ça en racine par deux, quoi. Donc au final, vous n'allez pas beaucoup avoir d'informations dans les tons noirs, voire foncés, et le mieux, c'est d'avoir un petit peu plus... voilà. C'est pour ça qu'en photo, voire même en caméra, enfin en film, c'est qu'on fait une légère surexposition pour avoir un maximum d'informations. C'est pas pour... enfin voilà. Après, bien sûr, ça dépend. C'est pas non plus... c'est pas un cas général, on va dire. Parce que ça va dépendre... voilà, ça va dépendre. Mais voilà, ça vient plutôt en fait de ce côté un peu technique photo et vidéo que j'ai pris le parti ici dans Fusion de vouloir le convertir en logarithmique. Donc comme ça, au moins, j'ai étendu ma dynamique de l'image un peu partout et je vais pouvoir profiter pleinement en fait de toute la plage de mon image. Donc ce que j'ai fait ensuite, j'ai corrigé avec un color correct, histoire d'avoir un ton un peu vert, voilà, on peut le voir ici à droite. Un ton légèrement vert en fait pour avoir voilà un petit côté froid et en même temps ouais, c'était surtout pour apporter un petit peu de froid dans l'image. La lutte, alors la lutte je l'ai utilisée, c'est la lutte de Joan Marlera, Joan Marlera, voilà. Donc c'est des films c'est des print films, c'est des émulations en gros. Voilà, c'est un, on peut pas, c'est pas réellement un preset, mais si vous voulez, c'est des c'est des films émulation. Donc ça va vous émuler un rendu péloche. Voilà. Si vous voulez, c'est vraiment, ce sont des fichiers. Donc là, c'est des fichiers cubes. Voilà, c'est ça. Dedans, en fait, si vous voulez, il y a énormément de tables. Je ne sais pas si je peux l'ouvrir. Je vais vous montrer ça. Voilà, je vais en ouvrir une avec un... C'est un fichier, c'est comme un fichier Excel, en fait, si vous voulez. Hein. Donc là, en fait, si vous voulez, dedans, vous avez une continuité de chiffres. Voilà, ça va jusqu'à 35 000 entrées, 35 000 tables. 35 000 chiffres fois le nombre de colonnes. Et en gros, eh bien, si vous voulez, ça va... Tous ces chiffres, en fait, ont été récupérés suite à des numérisations de pellicules. Donc ces courbes, tout ça, en fait, si vous voulez encore plus d'informations là-dessus, je vous invite à aller voir, par exemple, sur le site de Fujifilm, qui donne des informations suivant les péloches qui ont été numérisées, ou les scans qui ont été faits, voilà. Donc ça indique par rapport aux couleurs, à quel moment en fait le print et le négatif ont été produits. Donc tous ces chiffres en fait correspondent à ces courbes et ces courbes sont appliquées en fait sur mon image ici et me donnent un rendu voilà type péloche quoi en fait. Donc là c'était sur une Kodak 2393 qui a un rendu assez original on va dire. Donc après il y en a plusieurs, hein. Donc là j'ai récupéré la 2393 que j'avais utilisée, et vu qu'il y avait un ton chaud et là que je venais rajouter un ton légèrement froid derrière, eh ben, avec le vert ça s'annule un petit peu et surtout ça me faisait ressortir eh ben, ce côté un petit peu plus comment dire, pétrole sur la vitre et surtout un beau contraste dans la carrosserie. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis parti essentiellement sur cette lutte là. Ensuite j'ai rajouté un grain parce que tout simplement dans la photo il y a un léger grain, surtout avec ce type de peluche, pardon, sur ce type de péloche.
de film, lutte. Donc voilà, je voulais rajouter un grain essentiellement pour rajouter ce côté un petit peu vintage en fait à notre image. Donc ça, je l'avais récupéré sur Vision Color. Pareil, c'est tiré de scans de pellicule en 4K. Voilà. Bon, c'est vrai que dans la réalité des choses, c'est du 4K, j'aurais dû sortir un rendu en 4K. Mais bon, là, bon, voilà, je n'ai pas voulu trop me prendre la tête non plus. C'était surtout pour voilà, faire un petit projet perso bien sympa, et puis c'était surtout pour m'amuser et pas trop me prendre la tête. Donc voilà, donc j'ai fait un resize dessus, même si c'est pas réellement 100% vrai, mais c'est pas très grave. Donc voilà, je l'ai mis en soft light. J'aurais peut-être pu le mettre aussi en overlay. Ouais, non, parce que l'overlay, le soft light, c'est mieux, ça reprend sur les tons noirs. Donc le soft light, il reprend plutôt ça sur les tons foncés, moyens, et tout ce qui est clair, il abandonne en fait comment dire, la, 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 la soustraction au niveau des images, au niveau des valeurs, pardon. Donc ça sera plutôt sur les tons foncés, vous verrez plus de grains. Là, sur les tons complètement noirs, ça s'annule. Et sur les tons clairs, même si réellement, en fait, on devrait en percevoir un petit peu plus sur les tons foncés, mais bon. Donc voilà. Et ben c'est tout, hein, je crois. J'ai fait un petit peu le tour de voilà comment j'ai procédé en fait pour faire ces images. Donc voilà. Alors pour le reste, concernant en fait les techniques d'exposition à droite, je vais mettre d'autres liens qui sont vraiment intéressants. Voilà pour les plus curieux. Sur Cambridge in Color, c'est plutôt bien expliqué en fait sur pourquoi exposer à droite, les avantages et les inconvénients, parce que sur bon, ils en font une bonne conclusion aussi sur le site de Focus Numérique. Voilà, c'est ça. Donc, histoire de croiser un peu toutes les infos, parce que bon, c'est bien de regarder un site en particulier, mais quand on croise les infos, ça nous donne, voilà, ça nous permet au moins de relativiser et surtout d'avoir un petit peu plus de raisonnement. Cambridge Color, pareil, les gammas correction concernant la lutte. Pourquoi utiliser voilà, les gammas comparés au linéaire, etc. Donc ça, pareil, c'est tiré du milieu de la photo, mais on n'en est vraiment pas très loin, quoi. Parce que c'est toutes des gammes, de la dynamique aussi en même temps dans votre image à respecter. Après, vous faites comme vous voulez, mais voilà, c'est autant quand on veut faire quelque chose de réaliste, autant s'y rapprocher au maximum en récupérant des données comme ça techniques. Test numérique, donc ça, voilà, c'est comprendre le log et le RAW. Bon, bah, ça, c'est pour la diffusion, c'est surtout pour les caméras, mais bon, j'ai trouvé c'est pertinent quand même de mettre ce lien-là, où on retrouve en même temps eh bien, toutes les informations de ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire de comprendre pourquoi exposer à droite. C'est qu'ici, on retrouve en fait, par rapport au F, donc au diaph, donc ce que va récupérer un maximum d'informations. Donc voilà, le point d'équilibre c'est à 0 et on voit très bien qu'il y a quand même nettement plus d'informations de 50 jusqu'à la valeur finale 16 384. Donc ça va être sur du 14 diaph, ouais c'est ça. Donc là il y aura nettement plus d'informations là-dessus que le reste de l'image. Color pipe, alors ça c'est pas mal aussi, c'est surtout... si vous voulez approfondir vos connaissances en fait sur la colorimétrie, voilà les fréquences, enfin voilà les normes ACES sur la colorimétrie de l'image. En fait, ça découle d'un projet qui a été fait il y a quelques années avec en fait eh bien Microsimage qui avait mis en place Turtle. Qui avait balancé pas mal d'outils. Enfin, je crois que c'était en 2009 ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Bon, voilà, c'était HD 3D carré. C'était vraiment bien. Donc, ils ont gardé ça en place et vous avez quand même énormément d'infos sur la colorimétrie, comment ça se passe au niveau des projections, les normes audiovisuelles. Non, c'est vraiment une très bonne référence, c'est vraiment un site à garder sous le coude, en plus c'est en français, donc voilà. Et autre chose, ah oui, donc ça, c'est une vidéo de Nejib Boubaker,
qui explique un peu comment on fonctionne. Donc là, pareil, c'est en français. C'est tiré du site de ColorPipe. Si je me rappelle bien, c'était... voilà, c'est ça, une vidéo réalisée dans le cadre de son mémoire de fin d'études. Donc c'est vraiment intéressant. Laissez un commentaire. C'est dommage, ouais. J'aurais peut-être dû laisser un commentaire, mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant. C'est très très bien fait. La vidéo a été repartagée pas mal de fois. Donc ça explique très bien comment, eh bien, en gros, le workflow entre une caméra jusqu'à votre écran. Donc c'est plus axé côté audiovisuel, mais ça peut vous donner énormément d'informations sur, et surtout, moi j'ai une manière d'expliquer, voilà, qui est différente, mais là avec cette vidéo, c'est vraiment très bien expliqué. Il y a des petites animations un peu partout, ça explique au niveau des normes, etc. Donc voilà, donc avec ça vous allez apprendre quand même pas mal de choses. Bon, bien sûr, hein, c'est à picorer, hein, à droite, à gauche, parce que c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'informations d'un coup, là, d'un seul. Donc voilà. Eh bien c'est tout, hein, c'est déjà pas mal je crois. J'ai essayé d'aller pas trop dans le détail, parce que c'est vrai qu'on peut aller assez loin comme ça. En tout cas, j'ai mis quand même pas mal d'informations que vous pouvez aller piocher à droite, à gauche. Voilà. Bon, et